Une simple confession d'un voisin a fait voler en éclats tout ce que nous pensions savoir sur Eustace Conway et le paradis montagnard qu'il a construit. Ce qui n'était au départ que des murmures discrets, échangés entre habitants, a maintenant éclaté en révélations si troublantes que même les fans de longue date du mode de vie montagnard ont du mal à les assimiler. Pendant des années, Eustace Conway a été le symbole de la résistance à la vie moderne. Aujourd'hui, la vérité sur l'île de la Tortue émerge enfin, et elle change tout. Depuis plus de 20 ans, Eustace Conway est connu comme le primitif moderne le plus célèbre d'Amérique. C'est l'homme qui a tourné le dos à la civilisation et a choisi de se tailler une vie au plus profond de la nature sauvage des Appalaches. Les téléspectateurs l'ont regardé dans l'émission Mountain Men, fascinés par ses vêtements en peau de daim, ses cabanes construites à la main et sa volonté farouche de vivre comme les gens le faisaient il y a des siècles. La réserve de Turtle Island est devenue plus qu'un terrain. Elle est devenue une idée, une promesse, un symbole d'autonomie, de respect de l'environnement et la conviction que l'on peut échapper à la société moderne si l'on a suffisamment de courage et de discipline. Mais récemment, une personne vivant juste au-delà des frontières de ce sanctuaire de 1000 acres s'est manifestée. Ce voisin, qui a choisi de rester anonyme pour des raisons qui deviennent rapidement claires, a partagé des observations qui ont provoqué une onde de choc chez les fans, les critiques et les membres de la communauté locale. Leur récit présente une version de l'île de la Tortue qui semble bien plus compliquée, bien moins romantique et bien plus humaine que ce que les caméras n'ont jamais montré. Au cœur de cette révélation se trouve une série de contradictions. Selon ce voisin, il existe un fossé important entre le mode de vie primitif qu'Eustace promeut publiquement et la réalité privée du fonctionnement de la réserve. Il y a des outils et des équipements modernes qui ne sont jamais montrés à la télévision. Il y a des pratiques auxquelles on se fie discrètement et qui semblent fondamentalement en contradiction avec la philosophie sur laquelle Eustace a bâti sa réputation. Il y a des tensions de longue date avec les résidents locaux des différents qui couvent sous la surface depuis des années et qui parfois ont dégénéré en affrontements dont le public n'entend jamais parler. Il ne s'agit pas de ragots d'un voisin amer ayant des griefs personnels. De nombreuses personnes au sein de la communauté locale ont corroboré certaines de ces affirmations. Les archives du comté révèlent également un ensemble de litiges et de violations qui brossent un tableau bien plus complexe que la relation harmonieuse avec la nature dépeinte à la télévision. Le témoignage du voisin oblige à poser des questions gênantes au grand jour. Des questions sur l'authenticité, sur la question de savoir où l'éducation se termine et où le commerce commence. Sur la question de savoir si l'un des défenseurs les plus visibles de la vie primitive en Amérique a vraiment vécu selon les principes qu'il enseigne. Ces révélations sont d'autant plus troublantes qu'elles interviennent à un moment précis. Après des années marquées par des batailles juridiques et des épreuves personnelles et la transformation progressive de l'île de la Tortue d'une propriété privée en une destination éducative publique, ces allégations portent atteinte à la crédibilité d'Eustace Conway. L'homme qui a incité des milliers de personnes à repenser la technologie, la consommation et la dépendance moderne a peut-être vécu une réalité très éloignée de l'image qu'il a présentée au monde. La question devient alors incontournable qui est le véritable Eustace Conway. Né en 1951 à Columbia, en Caroline du Sud, Eustace n'est pas tombé dans la vie primitive par hasard. Il l'a poursuivi avec l'urgence de quelqu'un qui fuit quelque chose de profondément personnel. Son enfance a été marquée par un père strict et exigeant, et par un environnement émotionnel qui l'a laissé aspirer à l'authenticité et à la liberté. À l'âge de 17 ans, il avait déjà commencé à s'éloigner de la vie conventionnelle, vivant dans un tipi et apprenant des techniques de survie que la plupart des Américains avaient oubliées depuis longtemps. Son voyage l'a amené à traverser les États-Unis à cheval, non pas une, mais plusieurs fois. Il a parcouru des milliers de kilomètres, apprenant des anciens d'Amérique du Nord, des vieux montagnards et de tous ceux qui se souvenaient encore des coutumes du passé. Bien qu'il ait étudié l'anthropologie à l'Appalachian State University, sa véritable formation s'est déroulée dans des paysages reculés où il a mis son corps et son esprit à l'épreuve dans des conditions extrêmes qui auraient vaincu la plupart des gens. Eustace n'a jamais été motivé uniquement par la nostalgie. Il croit sincèrement que la civilisation moderne a rompu le lien entre l'humanité et le monde naturel d'une manière qui nuit à la fois à la planète et à l'esprit humain. Cette conviction est devenue le fondement de tout ce qui a suivi. En 1987, il achète une parcelle de terre dans les Blue Ridge Mountains de Caroline du Nord, près de Boone.
Ce qui n'était au départ qu'un peu plus de 100 acres s'est peu à peu agrandi grâce à d'autres achats pour devenir ce qui est aujourd'hui environ 1000 acres de forêts, de ruisseaux et de prairies ouvertes. Cette terre allait devenir la Turtle Island Preserve, réserve de l'île de la Tortue. Dès le départ, il ne s'agissait pas d'un simple refuge personnel. Eustache l'envisageait comme un lieu d'enseignement, en particulier pour les enfants, où des savoir-faire anciens et des valeurs durables pourraient être transmis. Il a construit des structures à la main en utilisant des méthodes traditionnelles. Les matériaux étaient récoltés sur la terre elle-même ou acquis par des moyens primitifs. Il coupait son propre bois de chauffage, cultivait sa propre nourriture, élevait des animaux pour le travail et la viande, et démontrait que la vie sans électricité ni eau courante n'était pas seulement possible, mais qu'elle avait un sens. Les visiteurs étaient invités à s'immerger totalement. Les programmes enseignaient la forge, le tannage des peaux, l'identification des plantes sauvages et des dizaines d'autres compétences directement liées à la survie. Au fil du temps, des milliers d'étudiants sont venus, des écoles, des familles et des individus à la recherche de quelque chose de plus profond que leur routine moderne ont fait le voyage jusqu'à Turtle Island. Des frais ont été perçus pour ces programmes et ces frais sont devenus essentiels pour maintenir le fonctionnement de la réserve. La réputation d'Eustace grandit. Il donne de nombreuses conférences, écrit des livres et devient le sujet d'une biographie à succès, The Last American Man, le dernier homme américain d'Elizabeth Gilbert. La célébrité de la télévision suit et avec elle un examen minutieux. Cet examen révèle une vérité gênante, l'île de la Tortue n'était pas seulement une propriété familiale, c'était aussi une entreprise. La réserve accueillait des visiteurs payants, employait du personnel et fonctionnait dans le cadre des réglementations régissant les installations éducatives et touristiques. Cela signifiait des permis des inspections et le respect des codes de construction et de sécurité qui entraient souvent en conflit avec les méthodes de construction traditionnelles. Il devenait de plus en plus difficile d'ignorer la tension entre la défense de la vie au XVIIIe siècle et l'exploitation d'une entreprise du XXIe siècle. Les fonctionnaires du comté s'inquiètent des structures qui ne respectent pas les codes modernes des questions de zonage liées aux programmes publics et des normes de sécurité pour les visiteurs. Il ne s'agit pas de détails techniques mineurs, mais d'un conflit fondamental entre la philosophie d'Eustache et les systèmes juridiques qui régissent l'utilisation des terres en Caroline du Nord. Les batailles qui s'ensuivent révèlent à quel point il est presque impossible d'exister pleinement en dehors du système tout en restant physiquement à l'intérieur. Eustace a réagi avec l'intensité qui caractérise sa vie. Il a fait valoir que les excès du gouvernement menaçaient une mission éducative légitime et cherchait à effacer des pratiques traditionnelles qui avaient soutenu l'humanité pendant des milliers d'années. Le soutien a afflué de la part des libertaires, des écologistes et d'autres personnes qui ont vu dans son combat un symbole de débat plus large sur la liberté et l'autorité. Dans le même temps, les critiques ont mis en doute le fait que quelqu'un qui dirige une exploitation commerciale devrait être exempté des réglementations destinées à protéger la sécurité publique. L'île de la Tortue est donc aujourd'hui non seulement une réserve, mais aussi un paradoxe. Un lieu construit sur des idéaux de simplicité aujourd'hui, entouré de complexité. Un symbole de liberté empêtré dans la réglementation. Et un homme autrefois perçu comme l'incarnation de l'authenticité aujourd'hui, perçu à travers le prisme du doute. Derrière les portes en bois de l'île de la Tortue, l'histoire est bien plus compliquée qu'elle ne l'est apparue à l'écran. L'île de la Tortue, que les visiteurs découvrent lors des programmes éducatifs, présente une version soigneusement élaborée de la vie primitive. Des structures en rondins taillés à la main parsèment la propriété de la fumée, s'échappent des cheminées en pierre, et le son des marteaux sur les enclumes ou des haches sur le bois constitue une toile de fond auditive qui transporte les gens dans le passé. Les élèves apprennent à allumer des feux à l'aide de mèches d'arc, à identifier les plantes médicinales et à comprendre l'étendue des compétences et des connaissances que possédaient leurs ancêtres. Pour beaucoup, il s'agit d'une expérience transformatrice qui modifie leur vision de la consommation de la technologie et de leur place dans le monde naturel. Mais selon le voisin qui s'est manifesté, l'île de la Tortue a une autre facette qui existe hors de la vue des caméras et des visiteurs payants. Ce témoin qui vit à côté de la propriété depuis plus de 15 ans décrit une opération complexe qui s'appuie sur des équipements et des méthodes modernes bien plus que l'image publique ne le laisse entendre. Le voisin affirme avoir observé des camions de livraison apportant des fournitures des entrepreneurs effectuant des travaux avec des outils électriques et des infrastructures qui dépendent de la technologie. Eustace le désavoue publiquement.
L'une des allégations les plus importantes concerne les véhicules et les machines. Alors que Eustache est souvent montré à cheval ou à pied, le voisin rapporte avoir vu des camionnettes, des tracteurs et d'autres équipements motorisés régulièrement utilisés sur la propriété. Selon le témoin, il ne s'agit pas de nécessités occasionnelles, mais d'éléments habituels du fonctionnement de l'île de la Tortue. Les matériaux pour les projets de construction, les fournitures pour les programmes éducatifs et les provisions pour la vie quotidienne arrivent apparemment par des moyens de transport conventionnels et sont déplacés sur la propriété à l'aide de véhicules à essence. Le voisin décrit également avoir vu des générateurs électriques sur la propriété, ce qui contredit l'image d'une existence totalement dépourvue d'électricité. Bien qu'il soit possible que ces générateurs n'alimentent que des outils spécifiques ou servent à des fins limitées, leur présence soulève des questions quant à la mesure dans laquelle l'île de la Tortue fonctionne réellement sans électricité moderne. Le témoin affirme que certains bâtiments sont équipés de fils électriques et qu'au moins certaines structures utilisent des matériaux contemporains qui n'auraient pas été disponibles pour les populations historiques qu'Eustace cherche à imiter. Le voisin décrit également des conflits sur les limites des propriétés et l'utilisation des terres qui ont créé des frictions permanentes. Selon ce témoin, Eustace s'est montré agressif dans la défense de ce qu'il perçoit comme son territoire, parfois d'une manière qui a effrayé ou irrité les propriétaires adjacents. Il y a eu des conflits au sujet des clôtures, des préoccupations concernant les brûlages contrôlés qui menacent les propriétés voisines et des confrontations au sujet des routes d'accès et des ressources partagées. Le voisin caractérise Eustace comme quelqu'un qui peut être charmant et philosophe lorsqu'il présente ses idées en public, mais qui devient combatif et déraisonnable lorsqu'il traite avec des habitants qui ne partagent pas sa vision. Il est important de noter qu'Eustace n'a jamais prétendu vivre entièrement sans aucun outil ou assistance moderne. Il a reconnu utiliser des tronçonneuses pour certaines tâches, admettant que certains compromis sont nécessaires étant donné l'échelle de ce qu'il a construit. Mais il y a une différence entre des compromis pragmatiques occasionnels et le fait de s'appuyer systématiquement sur des infrastructures modernes, tout en défendant publiquement un mode de vie primitif. Si les observations du voisin sont exactes, Turtle Island pourrait représenter non pas un véritable retour aux méthodes ancestrales, mais plutôt une performance sélective du primitivisme qui dissimule une dépendance importante à l'égard des systèmes mêmes qu'Eustace critique. Le récit du voisin contient également des observations plus personnelles sur la façon dont Eustace traite les stagiaires et les travailleurs qui viennent à Turtle Island. Alors que de nombreux anciens étudiants et visiteurs ont parlé en termes élogieux de leurs expériences, d'autres ont raconté des histoires de conditions de travail exténuantes, d'abus verbaux et d'un système hiérarchique dans lequel Eustace exige une déférence absolue à son autorité. Le voisin affirme avoir été témoin ou avoir entendu parler de jeunes gens qui arrivaient avec des attentes idéalistes et se retrouvaient à travailler de longues heures dans des conditions difficiles pour un salaire faible ou nul justifié par la valeur éducative qu'ils étaient censés recevoir. Ces allégations sont plus difficiles à vérifier et peuvent représenter des expériences individuelles qui ne reflètent pas le temps passé par tout le monde à Turtle Island. Mais elles soulèvent des questions sur la dynamique du pouvoir, sur le fait de savoir si la philosophie du mode de vie primitif crée des opportunités d'exploitation et sur ce qui se passe lorsque quelqu'un construit un empire personnel autour de son charisme et de sa vision. Le voisin suggère qu'Eustace a créé un culte de la personnalité, où la remise en question de ses méthodes ou de ses décisions est considérée comme une trahison de la mission la plus large. Quand les voisins deviennent des témoins, la décision de parler publiquement de ses observations n'a pas été facile à prendre pour le voisin qui s'est manifesté. Les petites communautés de montagne fonctionnent selon une dynamique sociale complexe, où la réputation compte énormément, et où le fait de dénoncer une célébrité locale peut avoir de graves conséquences. La voisine décrit des années passées à observer, à se documenter et à se demander si elle devait dire quelque chose retenu par l'incertitude de savoir si quelqu'un s'en soucierait et par la crainte de représailles de la part des partisans d'Eustache. Ce qui a finalement poussé la voisine à divulguer ces informations, c'est une combinaison de facteurs. Tout d'abord, la voisine a pris conscience que d'autres habitants partageaient des préoccupations similaires, mais se sentaient incapables de s'exprimer à titre individuel. Deuxièmement, la frustration grandit face à ce que le voisin décrit comme une politique de 2 poids, 2 mesures, où Eustace bénéficie d'un traitement spécial de la part de certains fonctionnaires en raison de sa célébrité et de son plaidoyer éloquent, alors que les résidents ordinaires sont confrontés à une application stricte des mêmes règlements que ceux auxquels Eustace semble échapper.
Troisièmement, le voisin estime que les personnes qui donnent de l'argent à Turtle Island, qui inscrivent leurs enfants au programme ou qui s'inspirent de l'exemple d'Eustace, méritent de connaître toute la vérité sur le fonctionnement réel de la réserve. Le voisin a pris contact avec d'anciens élèves et travailleurs de Turtle Island, et ces conversations ont révélé toute une série d'expériences. Certaines personnes ont décrit leur séjour dans la réserve comme ayant véritablement changé leur vie, attribuant à Eustace le mérite de leur avoir enseigné des compétences inestimables et de les avoir aidés à développer une relation plus profonde avec la nature. Ils ont reconnu qu'ils pouvaient être exigeants et que les conditions étaient rudes, mais ils ont estimé que cette rigueur faisait partie de la valeur éducative. Ils ont vu Eustace comme quelqu'un qui s'impose à lui-même et aux autres des normes extrêmement élevées et qui refuse d'abaisser ses normes pour s'adapter à la mollesse moderne. D'autres ont raconté des histoires très différentes. Ils ont dit s'être sentis trompés sur ce que leur expérience impliquerait, s'attendant à être encadrés et éduqués, mais se retrouvant à faire du travail manuel avec un minimum d'instruction. Ils ont parlé du tempérament d'Eustace, du fait d'avoir été engueulés ou humiliés devant des groupes lorsqu'ils commettaient des erreurs. Certains ont affirmé qu'on leur avait promis une formation et des compétences spécifiques, mais qu'ils passaient le plus clair de leur temps à des travaux d'entretien de base, qui répondaient davantage aux besoins de la réserve qu'à leurs objectifs éducatifs. Quelques-uns ont dit se sentir pris au piège, après avoir parcouru de longues distances et investi beaucoup d'argent pour participer à des programmes, pour finalement constater que la réalité ne correspondait pas à ce qui avait été annoncé. Le voisin a compilé ces récits avec des photographies, des vidéos et de la documentation sur les équipements et les infrastructures modernes observées sur la propriété. Les archives du comté ont fourni des preuves supplémentaires d'infraction au code de litige avec des fonctionnaires et de plaintes d'autres résidents. L'ensemble de ces éléments remet en cause la thèse selon laquelle Turtle Island représente un mode de vie purement primitif et qu'Eustace pratique exactement ce qu'il prêche. Les responsables locaux qui s'expriment en connaissance de cause reconnaissent que Turtle Island est une situation compliquée depuis des années. D'une part, la mission éducative d'Eustace a de la valeur et son plaidoyer en faveur de la conscience environnementale et de l'autonomie trouve un écho auprès de nombreuses personnes. D'autre part, l'exploitation d'un établissement éducatif et d'une attraction touristique exige le respect de réglementations destinées à protéger la sécurité publique. Les fonctionnaires décrivent un schéma dans lequel Eustace résiste aux inspections, fait valoir que ces méthodes de construction traditionnelles ne devraient pas être soumises au code moderne et mobilise le soutien du public pour faire pression sur le comté chaque fois que des mesures d'exécution sont menacées. Cela a créé une situation politiquement difficile, où les fonctionnaires qui tentent d'appliquer la loi sont accusés de persécuter quelqu'un qui a choisi un mode de vie alternatif. Eustace a eu l'habileté de présenter les litiges comme des excès du gouvernement par rapport à la liberté individuelle, plutôt que comme des questions sur le fait que les opérations commerciales doivent respecter des normes de sécurité de base. Le voisin soutient que cette présentation est trompeuse, car Turtle Island n'est pas seulement une propriété privée, c'est une entreprise qui reçoit de l'argent du public et qui a donc l'obligation d'assurer la sécurité des visiteurs. D'autres voisins, lorsqu'ils ont été approchés, ont eu des réactions mitigées. Certains ont défendu Eustace avec vigueur, le décrivant comme un membre précieux de la communauté qui a attiré l'attention sur la région et qui essaie sincèrement de vivre selon ses principes, même s'il ne peut pas être parfaitement cohérent. Il caractérise le voisin plaignant comme quelqu'un qui a une rancune personnelle et qui a exagéré des problèmes mineurs en les transformant en scandales majeurs. Il souligne que quiconque a regardé attentivement Mountain Man a vu Eustace utiliser des camions et des outils électriques à l'occasion, de sorte qu'il n'y a pas de véritable tromperie quant à l'utilisation d'équipements modernes. D'autres, cependant, ont discrètement confirmé certains aspects des allégations. Ils ont décrit Eustace comme un voisin difficile qui peut se montrer territorial et agressif. Ils ont mentionné des cas où ces brûlages contrôlés se sont approchés trop près de leur propriété, où ces animaux ont erré sur leurs terres, ou encore où des conflits sur des ressources partagées sont devenus conflictuels. Plusieurs personnes ont indépendamment décrit Eustace comme quelqu'un qui croit que sa mission est si importante que les règles ordinaires ne devraient pas s'appliquer à lui et qui traite toute personne qui n'est pas d'accord avec lui comme un ennemi ou un imbécile corrompu par la civilisation moderne. Ce qui émerge de ces différents récits est l'image complexe d'une personne animée d'une véritable passion pour ses croyances, mais aussi d'une personne dont l'intensité peut se manifester par une rigidité
et dont l'engagement envers sa vision l'emporte parfois sur le souci de la façon dont ses actions affectent les autres. Le voisin qui s'est manifesté ne prétend pas que Eustache est un escroc ou que tout ce qui concerne l'île de la Tortue est faux. Il allègue plutôt qu'il existe un écart important entre la présentation publique et la réalité privée et que cet écart est important parce qu'Eustache a bâti son autorité et ses revenus sur des affirmations d'authenticité. Le voisin soulève également des questions sur la transparence financière. Turtle Island fonctionne comme une organisation éducative à but non lucratif, ce qui signifie qu'elle bénéficie d'une exonération fiscale et peut solliciter des dons déductibles des impôts. Mais le voisin se demande si l'organisation fournit une information adéquate sur la manière dont l'argent est dépensé sur les infrastructures et les équipements modernes qu'elle achète et sur le pourcentage des recettes qui est consacré aux programmes éducatifs, proprement dit, plutôt qu'au maintien du mode de vie d'Eustache. Ces questions sont légitimes pour toute organisation à but non lucratif, mais elles prennent une importance accrue lorsque la mission entière de l'organisation est fondée sur le rejet du matérialisme et de la complexité moderne. La vérité sur les luttes de Turtle Island. Le conflit le plus important a commencé vers 2009, lorsque les fonctionnaires du comté de Watauga ont informé Eustace que plusieurs bâtiments de Turtle Island ne respectaient pas les codes de construction et que la propriété n'était pas dûment autorisée pour les activités éducatives qui s'y déroulaient. Le comté a fait valoir que les structures accueillant des hôtes pour la nuit devaient respecter les règles de sécurité, y compris les sorties appropriées, les systèmes d'extinction des incendies et les installations sanitaires répondant aux normes modernes. Eustace a rétorqué que ces bâtiments avaient été construits selon des méthodes qui avaient permis d'héberger des personnes en toute sécurité pendant des siècles, et que le fait de l'obliger à les adapter à des systèmes modernes détruirait leur valeur éducative et leur authenticité historique. Il ne s'agissait pas seulement d'un désaccord philosophique abstrait. Le comté a menacé de condamner les bâtiments et de mettre fin aux programmes éducatifs de Turtle Island si Eustace ne se mettait pas en conformité. Pour quelqu'un qui avait consacré des décennies à la construction de la réserve, qui avait investi toutes ses ressources dans la propriété et qui la considérait comme la mission de sa vie, cela représentait une menace existentielle. Eustace s'est battu en recourant aux voies juridiques, à la défense publique et à l'attention des médias en présentant le conflit comme une bataille de David contre Goliath entre la liberté individuelle et la tyrannie gouvernementale. Le litige s'est prolongé pendant des années, avec des audiences au tribunal des inspections des négociations et d'énormes frais juridiques. En fin de compte, Eustace a dû apporter d'importantes modifications pour satisfaire aux exigences du code. Des modifications qui, selon lui, compromettaient la nature primitive des bâtiments, mais qui, selon les autorités, étaient nécessaires pour assurer la sécurité publique. Il a également dû limiter certaines activités et obtenir les permis nécessaires pour fonctionner en tant qu'établissement d'enseignement. Cette expérience l'a mise à rude épreuve sur le plan financier et lui a laissé un profond ressentiment à l'égard de ce qu'il considérait comme une persécution pour avoir choisi de vivre différemment. Ces batailles juridiques font partie du dossier public et démontrent que Eustace a effectivement subi de véritables pressions de la part des autorités. Ses partisans y voient la preuve qu'il est sincère dans son engagement et qu'il est prêt à souffrir pour ses principes. Les allégations du voisin suggèrent toutefois que tout en luttant pour le droit d'utiliser des méthodes de construction primitives, Eustace s'appuyait discrètement sur des infrastructures et des équipements modernes, ce qui affaiblit ses arguments sur la viabilité des approches traditionnelles. Les pressions financières ont également été très réelles. L'exploitation de l'île de la Tortue nécessite des ressources substantielles. Les taxes foncières sur les 1000 acres représentent à elles seules des dizaines de milliers de dollars par an. Les assurances, les frais juridiques, l'entretien, les fournitures pour les programmes éducatifs et la rémunération du personnel nécessitent tous des revenus réguliers. Les programmes éducatifs et les droits d'entrée des visiteurs fournissent quelques revenus, mais peuvent ne pas suffire à couvrir toutes les dépenses, ce qui explique pourquoi Turtle Island sollicite également des dons, et pourquoi les apparitions télévisées et les conférences d'Eustace ont été importantes sur le plan financier. Cela crée une tension inhérente. Plus l'île de la Tortue réussit en tant que centre éducatif et attraction touristique, plus elle a besoin de pratiques commerciales, de marketing, de gestion financière et d'infrastructures modernes. Pourtant, tout l'attrait de l'île de la Tortue repose sur le fait qu'elle se présente comme une alternative à la société commerciale moderne. Eustache doit à la fois gérer une entreprise et donner l'impression de rejeter la culture d'entreprise.
Cet exercice d'équilibre peut expliquer certaines des contradictions observées par le voisin, qui suggère que ces défis en matière de durabilité ont déjà contraint Eustache à faire des compromis qu'il ne reconnaît pas publiquement. L'introduction d'équipements et d'infrastructures modernes peut s'avérer nécessaire pour maintenir le bien à cette échelle, mais l'admettre s'apprête le message fondamental selon lequel les méthodes primitives sont suffisantes. Ainsi, il existe une phase publique qui met l'accent sur les compétences et la philosophie traditionnelle, tandis que la réalité en coulisses implique toutes les mesures pratiques nécessaires pour assurer le fonctionnement de l'opération. Certains anciens étudiants et travailleurs, lorsqu'ils ont été contactés, ont reconnu qu'ils avaient observé cette dualité. Ils ont vu Eustace utiliser des méthodes traditionnelles pour des démonstrations pédagogiques et pour des tâches que les visiteurs pouvaient observer tout en passant à des outils électriques et à des équipements modernes pour des projets qui devaient être réalisés rapidement ou qui étaient trop exigeants physiquement pour être accomplis à la main. Ils n'ont pas nécessairement considéré cela comme malhonnête, mais plutôt comme une adaptation pragmatique à la réalité qu'une personne même aussi compétente qu'Eustace ne peut pas entretenir une propriété de 1000 acres et servir des centaines d'étudiants chaque année en utilisant seulement une technologie primitive. Mais d'autres se sont sentis trompés par ce fossé entre la présentation et la réalité. Ils avaient payé des frais substantiels et investi leur temps sur la base de représentations selon lesquelles l'île de la Tortue démontrait la viabilité d'un mode de vie primitif, pour découvrir ensuite que ce mode de vie dépendait en fait davantage des systèmes modernes que ce qu'ils avaient été amenés à croire. Ils estimaient que la crédibilité d'Eustache en tant qu'enseignant et défenseur reposait sur sa prétendue adhésion au mode de vie primitif, et que le fait de découvrir qu'il ne pratiquait pas pleinement ce qu'il prêchait sapait tout ce qu'ils avaient appris de lui. Le voisin fait valoir qu'il ne s'agit pas d'attendre la perfection ou la pureté absolue. Tout le monde comprend qu'une personne vivant dans l'Amérique du XXIe siècle devra faire certains compromis et s'engager dans les systèmes modernes dans une certaine mesure. La question est de savoir si Eustace a été honnête sur la nature et l'étendue de ses compromis, ou s'il a délibérément cultivé une image qui exagère son indépendance par rapport à la technologie moderne et minimise sa dépendance au système qu'il critique publiquement. Ce que cela signifie pour l'héritage. Les révélations du voisin d'Eustace Conway nous obligent à faire face à des questions inconfortables sur l'authenticité, sur le fossé entre les idéaux et la réalité, et sur ce que nous attendons de nos héros primitifs modernes. Eustace inspirait des milliers de personnes à reconsidérer leur relation avec la technologie, la consommation et la nature. Sa critique articulée de la civilisation moderne résonne parce qu'elle parle de problèmes réels, de notre déconnexion des sources de notre survie, de nos habitudes de gaspillage, de notre perte de compétences et de connaissances qui ont soutenu l'humanité pendant des millénaires. Même si certains aspects de sa pratique personnelle ne s'alignent pas parfaitement avec sa philosophie, est-ce que cela annule la valeur du message? Certains prétendent que oui. Ils affirment que l'autorité morale découle de l'exemple vécu que quelqu'un qui prône un mode de vie primitif doit effectivement vivre de manière primitive pour être crédible. Si Eustace s'appuie sur des équipements et des infrastructures modernes, tout en disant aux autres qu'il devrait abandonner ces choses, il est un hypocrite dont le message mérite d'être rejeté. L'écart entre ce qu'il présente publiquement et ce qu'il pratique en privé représente une malhonnêteté fondamentale qui sape tout ce que l'île de la Tortue prétend représenter. D'autres adoptent un point de vue plus nuancé. Ils reconnaissent qu'Eustace n'a jamais prétendu vivre dans une pureté primitive parfaite et que quiconque a regardé attentivement Mountain Man l'a vu utiliser des camions, des tronçonneuses et d'autres outils modernes lorsque cela était nécessaire. Ils affirment que la valeur éducative de Turtle Island réside dans l'enseignement de compétences spécifiques et dans la compréhension de différents modes de vie et non dans la recréation parfaitement authentique de la vie pré-industrielle. Selon ce critère, Eustache reste un éducateur précieux, même s'il ne vit pas personnellement chaque instant selon les méthodes primitives. Les révélations du voisin soulèvent également des questions sur le phénomène plus large du primitivisme moderne et sur notre fascination culturelle pour les personnes qui prétendent vivre en dehors de la société dominante. Nous voulons croire qu'il est possible de s'échapper, que quelqu'un quelque part a compris comment être vraiment indépendant et autosuffisant. Nous sommes attirés par des personnages comme Eustache parce qu'ils représentent la liberté par rapport aux systèmes qui nous contraignent aux emplois que nous détestons, aux factures que nous avons du mal à payer, à la technologie qui domine notre attention
à la destruction de l'environnement que nous nous sentons impuissants à arrêter. Mais ce que la controverse de l'île de la Tortue révèle peut-être, c'est que cette évasion est plus compliquée que nous ne voulons le croire. Même quelqu'un d'aussi engagé et compétent qu'Eustache, quelqu'un qui a consacré toute sa vie d'adulte à maîtriser des compétences primitives et à construire une alternative, ne peut pas s'extraire complètement des systèmes modernes. Les taxes foncières doivent être payées en dollars gagnés grâce à l'économie moderne. Les batailles juridiques nécessitent des avocats et des tribunaux. Une réserve de 1000 acres nécessite des ressources et une main-d'œuvre que les méthodes primitives ne peuvent à elles seules fournir à cette échelle. Cela ne signifie pas que la tentative est inutile. Turtle Island a véritablement enseigné aux gens des compétences précieuses, les a aidés à développer une appréciation plus profonde de la nature et à démontrer que les humains peuvent vivre avec beaucoup moins de technologie et de consommation que ce que la culture américaine contemporaine considère comme nécessaire. Mais cela peut signifier que nous devons ajuster nos attentes et reconnaître que le primitivisme moderne sera toujours une pratique hybride, combinant des éléments de compétences traditionnelles avec une utilisation sélective de la technologie moderne, plutôt qu'un retour complet à la vie pré-industrielle. Pour Eustace personnellement, ces révélations représentent un défi important pour sa réputation et peut-être pour la viabilité future de Turtle Island. Si les donateurs et les étudiants ont l'impression d'avoir été trompés sur le fonctionnement de la réserve, ils pourraient retirer leur soutien. Si les autorités juridiques utilisent des preuves d'infrastructures modernes pour affirmer que les affirmations d'Eustace sur les méthodes de construction traditionnelles étaient trompeuses, cela pourrait rouvrir des batailles de conformité qu'il croyait réglées. Si la communauté des voisins et des habitants se retourne contre lui en raison de la manière dont il a traité les gens et géré les conflits de propriété, cela pourrait rendre l'exploitation de Turtle Island de plus en plus difficile. Eustace n'a pas encore répondu publiquement à ces allégations spécifiques, bien que ses déclarations et ses écrits antérieurs donnent une idée de la manière dont il pourrait y répondre. Il a toujours affirmé que sa mission était éducative et non pas récréative. L'île de la Tortue existe pour enseigner aux gens des compétences et des valeurs qui peuvent les aider à vivre de manière plus durable, et non pour fournir une pièce de musée d'authenticité historique. Il soutiendrait probablement que l'utilisation d'équipements modernes pour certaines tâches n'invalide pas les compétences primitives qu'il enseigne ou la philosophie qu'il défend. Il pourrait également souligner que les critiques se concentrent sur l'utilisation occasionnelle d'outils modernes, tout en ignorant les milliers d'heures qu'il passe à utiliser des méthodes traditionnelles, les innombrables tâches qu'il accomplit à la main, et que la plupart des gens ne pourraient pas imaginer tenter sans équipement motorisé. Le fait qu'il utilise parfois une tronçonneuse n'efface pas le fait qu'il a construit toute une infrastructure en utilisant principalement des outils manuels et des techniques primitives. Le fait que des camions de livraison apportent certaines fournitures n'annule pas ses vastes jardins, ses conserves, son bétail élevé à la main. Mais pour savoir si ces arguments satisferont les gens, il faut savoir ce qu'ils attendaient d'Eustace et de l'île de la Tortue en premier lieu. Pour ceux qui voyaient en lui la preuve que la vie primitive est tout à fait viable dans l'Amérique moderne, la preuve d'une dépendance significative au système moderne, représente une profonde déception. Pour ceux qui voyaient en lui un éducateur enseignant des compétences précieuses, tout en naviguant de manière pragmatique dans les compromis nécessaires pour soutenir une mission éducative, les révélations peuvent changer peu de choses. Ce qui semble clair, c'est que le récit simple, la vie primitive moderne, complètement dépourvue de technologie, et le paradis montagnard a toujours été plus compliqué qu'il n'y paraissait. Eustace Conway n'est ni un pur escroc, ni un exemple parfait de sa philosophie. C'est un individu profondément engagé, doté de compétences authentiques et de convictions sincères, qui a également dû faire des compromis importants pour poursuivre sa mission. L'écart entre l'image publique et la réalité privée existe et il est important, mais il n'invalide pas nécessairement tout ce que représente l'île de la Tortue. L'héritage d'Eustace Conway et de Turtle Island dépendra en fin de compte de l'honnêteté avec laquelle ces contradictions seront reconnues et traitées. Si Eustace peut admettre que le maintien d'une réserve éducative à grande échelle nécessite une certaine infrastructure moderne, tout en continuant à défendre la valeur des compétences primitives et d'un mode de vie durable, il pourrait en fait renforcer sa crédibilité. Si au contraire il nie ou minimise l'étendue de ses compromis, le fossé entre l'image et la réalité continuera à saper son autorité. Pour le reste d'entre nous, la leçon est peut-être que nous devrions être plus sceptiques à l'égard de tout récit qui promet des solutions simples à des problèmes complexes. Le défi de vivre de manière durable dans la civilisation moderne
exige de s'engager dans cette civilisation et pas seulement de s'en éloigner. Les compétences, les connaissances et les valeurs des cultures traditionnelles sont extrêmement pertinentes, mais leur application dans le contexte contemporain exige adaptation, compromis et honnêteté quant à ce qui est réellement possible. L'histoire d'Eustace Conway, avec toutes ses complications et ses contradictions, pourrait en fin de compte nous en apprendre plus qu'un simple récit de pureté primitive parfaite. La vérité sur l'île de la Tortue remet en question tout ce que nous pensions savoir, mais elle pose aussi des questions plus profondes sur l'authenticité, la durabilité et la façon dont nous choisissons de vivre. Qu'en pensez-vous ? Le voisin d'Eustace Conway a-t-il révélé une tromperie troublante, ou a-t-il simplement exposé les compromis inévitables pour jeter un pont entre deux mondes ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres plongées en profondeur dans les histoires réelles qui se cachent derrière les personnes et les lieux qui captent notre imagination. Appuyez sur la sonnerie de notification pour ne jamais manquer une mise à jour.